Mais bonjour Udline et bonjour Yannick, comment allez-vous? Très bien, gros merci. Alors peut-être, effectivement Yannick, peut-être on peut refaire un peu un petit rappel pour les gens qui nous écoutent de c'est quoi la CEF et c'est quoi les services que vous offrez? Oui, absolument. Donc, premièrement, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Moi, Yannick et Lynn, de la CEF de la péninsule. Donc, un petit retour sur les services. Mais en fait, nous, on travaille beaucoup en lien avec les finances personnelles. Donc, quand une personne vit des difficultés ou des questionnements en lien avec les finances, on est là pour répondre. Donc, c'est en grande partie dans un contexte de consultation budgétaire. Donc, on fait des consultations budgétaires avec les gens qui le demandent. On fait aussi des ateliers d'éducation financière, donc on se rend à peu près partout là, dans toutes les sphères de la communauté, de donner des ateliers d'éducation financière pour les gens. On va aussi faire de la défense de droits du consommateur, donc une personne qui pense avoir été flouée là, par un commerçant, on va pouvoir l'accompagner dans ses démarches. On parle de commerçant, mais on peut parler du gouvernement aussi, là, dans les prestations auxquelles les gens ont droit, puis on les accompagne là-dedans, signer des formulaires, regarder des contrats. C'est en grande partie notre travail. D'accord. Et puis là, ce qui nous amène aujourd'hui pour ce mois-ci, on a parlé déjà des assurances, puis en fait le mois passé, mais là cette fois-ci, on va parler un peu plus de finances, de budget, et puis tout apparemment ce qui est en lien avec la jeunesse, puis comment dealer ça entre guillemets avec nos jeunes. Je sais que des fois maintenant les banques nous proposent même qu'on peut ouvrir des comptes en banque pour des enfants, pour des placements futurs, ou bien même pour pas des REER, mais des styles de placement pour les futures études. Donc il y a tout un monde qui s'ouvre au niveau financier pour les jeunes. On est habitué à nous pour nos finances personnelles, mais je sais pas par quel bout tu veux commencer, Yannick ou Lynn, mais pour nous parler un petit peu de ça. Oui, en fait, je peux y aller, il y a aucun problème. En fait, on a divisé aujourd'hui la capsule en 4 grandes parties. Donc, la vie financière du jeune en soi. Donc, on va commencer de 5 à 10 ans jusqu'à la vie adulte, le départ en appartement. Et bon, comme tu parlais, soit des régimes enregistrés d'épargne-études, on va aborder le tout. Donc, on a divisé ça en 4 grandes parties. Je vais commencer. Les jeunes enfants, ça peut être difficile. Des fois, on aborde comment les finances personnelles, l'épargne avec des jeunes enfants, des fois, ça peut être compliqué pour un parent. Écoutez, on va regarder ensemble différents trucs, différentes manières où est-ce qu'on peut aborder les finances personnelles avec les enfants. Donc, premièrement, la première tirelire. Donc, je pense que tout le monde a déjà eu un premier petit cochon quand il était enfant où il pouvait déposer ses sous. C'est un truc que tout le monde connaît, mais il faut se rappeler que c'est un très bon truc pour, oui, apprendre tout ce qui est finance avec l'enfant, manipuler des sous, mais aussi comprendre l'épargne. Oui, c'est beau les sous, mais c'est quoi l'épargne? C'est de le mettre de côté pour un projet ou pour un gros achat futur. Donc, c'est là où ça peut être pertinent, la tirelire. Oui, gérer des sous, mais gérer une épargne en soi, là, on commence jamais assez tôt à épargner, en fait. Donc, même à 5 à 10 ans, là. C'est ça, parce que 5 ans, je trouvais ça même tôt, mais effectivement, en fait, si on parle pas de termes encore de banque ou de choses comme ça peut rester tout simplement dans une boîte ou une tirelire pour commencer à économiser. Absolument. On se met pas à parler de crédit, comme tu dis, de banque ou de choses complexes à un jeune de 5 à 10 ans, c'est tout à fait normal. Il faut rester dans le jeu. Donc, apprendre à manipuler des sous. Ça peut être tout simplement avec un jeu de société. On pense au fameux Monopoly. Tout le monde a déjà joué au Monopoly. C'est en soi gérer de l'argent, gérer des sous. Le Monopoly conventionnel qu'on connaît tout le monde, c'est à partir de 8 ans. Mais il y en a une version pour enfants là, qui commence dès 5 ans. Donc, dès 5 ans, on peut s'asseoir avec notre enfant, jouer à des jeux en lien avec les finances, manipuler les sous. Comme je disais, on commence pas à parler de crédit ou de termes compliqués, mais au moins on peut mettre l'enfant en contact avec les sous et les finances. Puis c'est ce que ces jeux-là peuvent amener. Je nomme un jeu en particulier, il y en existe une multitude. Vous pouvez aller faire des recherches sur Internet, des jeux de société en lien avec les sous. Vous n'êtes pas obligé d'être des jeux de société. J'avais envie de prendre 2 petites minutes ce matin pour vous raconter une histoire. Moi, c'est un événement que j'ai vécu dans un cadre scolaire, donc dans une année scolaire au primaire, mais ça peut facilement se faire à la maison, je vous explique. En début d'année scolaire avec un enseignant X quand j'étais au primaire, cet enseignant-là s'est fait un inventaire de sous en plastique, donc des dollars et des 2 dollars en plastique. Il nous a nommé en début d'année, à chaque bon coup que vous allez faire, à chaque bonne note que vous allez avoir, vous allez avoir des sous, donc des dollars ou des 2 dollars que je vais vous donner tout au long de l'année. À la fin de l'année, vous allez avoir accès à des cadeaux ou à des jouets avec les sous que vous allez avoir accumulés dans l'année.
Donc ça, moi, j'étais en 4e année, j'avais 9-10 ans, puis déjà là, je baignais dans des sous en plastique que j'essayais d'accumuler le plus possible pour pouvoir m'acheter des choses en fin d'année. Donc là, je parle d'un contexte scolaire, mais ça se fait très facilement à la maison aussi, ce genre d'activité-là. Donc, je vous invite à expérimenter tout ça, là, ce genre de jeu-là. C'est déjà la création de votre propre monnaie pour un petit réseau interne. À partir de quel âge on peut commencer à parler de crédit banque? Ça fait une excellente transition. Je cède la parole à Lynn qui pourra continuer vers l'autre partie. Ça, niveau pour le crédit pour les jeunes, c'est certain que pas. Au niveau scolaire, autrefois, moi, jeune à l'élémentaire, je me rappelle qu'on avait un petit compte en caisse. C'était la caisse populaire qu'on rouvrait un compte. Puis j'étais à l'élémentaire. Je mettais de mon argent de poche, exemple, 5 piastres semaine dans mon compte de caisse. Puis ça, c'était dans le but de toujours accumuler, de montrer c'est quoi l'aspect financier. Mais moi, je me dis, tu sais, c'est sûr, jeune, comme Yannick qui disait par rapport aux jeux, mais plus tard, des fois, les jeunes qui commencent, exemple, à aller garder chez le petit voisin, la gardienne, faire des petits travaux au niveau de la pelouse, mais ils commencent tranquillement, exemple, à 12 ans, d'avoir un peu d'argent. Puis je dis à 12 ans, mais tu sais, c'est du travail non déclaré qui est légal. Et ça, c'est important que le parent montre à l'enfant de pouvoir tranquillement soit garder, je vais vous parler tantôt des 3 contenants, mais c'est important que ça soit déjà abordé à ce moment-là, dès que l'enfant commence à avoir des sous à lui. Ou, exemple, un parent, le jeune commence à demander je veux de l'argent de poche pour aller à l'école. Je donne un exemple. Il y a 13 ans, il aimerait avoir sa petite argent de poche, mais ça aussi, c'est important de montrer une structure puis quelque chose de régulier. Le parent va donner l'argent avec ce que lui est capable de donner, parce qu'il ne faut pas aller à l'exagération pour que le parent se retrouve en mode de crédit négatif. Mais c'est important de le montrer. Puis si on regarde les 3 contenants, exemple, un jeune commence à travailler, garder des enfants au fond de la pelouse, surtout que là, l'été s'en vient, ils ont fini les écoles, c'est de regarder, puis autant l'histoire de la petite tirelire qu'on a appris, c'est de regarder, on met de l'argent de côté, c'est quoi ton besoin que tu veux? Exemple, le jeune dit, moi, je mets de l'argent de côté parce que je veux me payer, j'ai besoin des crayons. Bon, ça, c'est un besoin immédiat, ça, c'est pas pire. Mais le jeune voudrait une casquette avec une casquette de marque. Ça ne veut pas dire qu'il y a un besoin immédiat. Ça, on peut mettre ça, un autre contenant, dans le moyen terme qui peut se payer ce luxe-là. L'autre, c'est le rêve. C'est montrer un rêve, c'est pourquoi je mets de l'argent de côté? C'est le parent qui fait le jeu avec l'enfant. C'est qu'est-ce qu'il veut se payer. Exemple, c'est l'été, on s'en va en voyage avec papa et maman, avec nos parents, mais c'est mettre, il va être content de se payer un cadeau quand il va avoir été à Percé, exemple, ou ça à Côte-Nord, n'importe où, que c'est lui qui se l'est payé, ce cadeau-là. À long terme, c'est un rêve, il faut tranquillement le jouer ça avec les enfants. Puis je dis les 3 contenants, mais autant enfant, adulte, je pense qu'on pourrait mettre notre budget tout le temps dans différents contenants niveau des besoins. Court terme, moyen terme et long terme. D'accord. Ça, c'est une bonne Puis, c'est la façon de parler pour travailler notre budget, faire des épargnes, montrer tranquillement que c'est important qu'on arrive. On dépense avec l'argent que nous avons dans nos poches. On ne dépense pas avec le crédit. Par exemple, l'argent de poche, le jeune dirait le mercredi, papa, j'ai plus d'argent. Peux-tu me passer de l'argent que je dois avoir jeudi? Le parent doit éduquer l'enfant à ce niveau-là. Je te passe l'argent, mais c'est un crédit. Fait que je vais te baisser, exemple, demain sur ta paye. Puis ce crédit-là, où est-ce que le parent le prenne, il faut qu'il dise. C'est un emprunt que j'ai été chercher, exemple, dans tel compte. Tu sais, c'est tranquillement montrer le budget, comment qu'on doit le respecter fidèlement, puis montrer des épargnes à tout âge. Montrer des épargnes, c'est très, très, très important. Pour éduquer nos enfants à ce niveau-là. C'est certain que les jeunes, comme je dis, des fois, en bas de 15 ans, les jeunes vont dire, moi, je vais aller travailler, mais faire de la pelouse puis faire du gardiennage. Mais à tout âge, aujourd'hui, à 14 ans, des fois, il y en a qu'on va les voir dans les épiceries à aider à la clientèle.
Fait que dès que quelqu'un qui travaille doit apprendre à gérer son budget, ça, c'est à tout âge. Mais il faut qu'il y ait une éducation en bas âge. Puis c'est sûr que là, présentement, dans les écoles, tranquillement, ils commencent à plus le montrer, le présenter, exemple, mais c'est sûr que c'est au secondaire 5 que moi, je vois beaucoup. Économie familiale qui va montrer, mais le jeune, il a 16-17 ans, là, il est à la fin de son secondaire. Mais jeune, c'est important qu'on commence à présenter c'est quoi le budget et les plans d'épargne, trousse d'urgence, à quoi ça sert. Puis c'est certain que si on embarque aussi dans le volet les jeunes de 16, 17 ans, 18 ans qui finissent secondaire, puis qui s'en allent à l'école, qui s'en allent au cégep, eux autres aussi, là, qui vont avoir un autre aspect financier qu'il faut regarder. Oui, mais parce aussi, ils tombent, c'est cette catégorie de jeunes, justement, pas s'en aller peut-être dans les prêts et bourses. Il commence à y avoir des fois déjà des gens qui doivent aller vivre plus loin pour aller dans un cégep plus loin ou peut-être dans des écoles spécialisées à cet âge-là. Puis je sais qu'on est dans un monde où on vit beaucoup à crédit. C'est très accessible le crédit et les prêts aussi, les emprunts. Donc comment est-ce qu'on peut dealer ça avec nos jeunes qui démarrent quand ils sont comme ça, adolescents? mais c'est là qu'il faut leur présenter. C'est les parents qui est un bon professeur pour montrer l'éducation au niveau aspect financier, de ne pas prendre de crédit si on n'a pas le moyen ou être capable de le contrôler. Tu sais, comme les jeunes qui s'en allent aux études, qui s'en allent au cégep, tu sais, là, présentement, il y a une facilité d'avoir des cartes de crédit. Mais si, pour eux autres, j'ai une carte de crédit, mais là, je peux tout flouber, ils vont se retrouver en surendettement. Et c'est là que des fois, malheureusement, on retrouve des jeunes qui ont 21, 22, 23 ans. Et ils doivent s'en aller vers la faillite parce que ils ont dépensé leur pré-bourse. Puis ça devait être pour les études, mais ils ont acheté des choses un peu des fois dans leurs rêves qui est superflu. Et ils ont loadé leur carte de crédit. Ils n'ont pas payé leur loyer en pensant que des fois, les parents vont le payer pour eux autres. Mais les parents aussi ont des dettes, ont des choses à payer. Fait que c'est une éducation qu'on doit être intelligent quand on l'utilise. D'accord. Et en apprenant à faire un budget très jeune, tu sais, parce que tout budgétaire, on a différentes dépenses. Mais c'est ça, un jeune qui s'en va au cégep, lui aussi, il faut qu'il apprenne. S'il s'en va au cégep, mais il y a des loyers à payer. Il y a partir en appartement, c'est des décisions qui est extrêmement important. On part pas en appartement. Je mets là un appartement comme ça, puis je regarde pas mon budget. Il faut regarder c'est quoi la possibilité de louer un appartement. J'ai-tu les finances? C'est quoi je veux? Il faut regarder le transport, l'adaptation qui tout le volet transport qui peut être alentour de l'appartement qu'on va louer. C'est-tu tout compris? Faut-tu que je me meuble ou c'est déjà un appartement tout meublé? Mais quand on dit tout meublé, oui, il y en a que c'est tout meublé, mais il y en a que c'est juste pour le frigidaire. Semi-meublé. Mais ça, il faut le savoir. Et gérer l'épicerie au quotidien et tout ça, ouais. Gérer l'épicerie, gérer l'électricité, le téléphone, le cellulaire. Si j'ai un auto, il faut que je paye mon essence. Tu sais, c'est certain que quand on repart en appartement, papa et maman, ils étaient là. Mais il ne faut pas se fier que papa et maman vont toujours être là. Parce que ce n'est pas tous les parents qui peuvent combler quand le jeune ne respecte pas son budget, qu'il doit avoir en poche. Moi, je dirais, c'est de regarder à tous les semaines notre budget. Faire un état d'évaluation, je dirais, le samedi. Qu'est-ce que j'ai en poche et qu'est-ce que je peux dépenser dans ma semaine? Il faut être dans la réalité de... Puis ça, je vous dirais, à tout âge, on devrait le faire. Mais les jeunes, c'est... On commence à travailler à 10 ans jusqu'à 90 ans, on se parle. Il n'y a plus d'âge. Mais jeune, il faut apprendre c'est quoi de l'argent? Comment qu'on la manipule? Comment je peux économiser? Puis comme Yannick disait tantôt, on peut économiser très jeune, puis apprendre ça, puis on va être content plus tard de l'avoir appris en bas âge. C'est certain que des fois, les parents, eux autres mêmes, ils ne savent pas trop comment le gérer, le budget, mais c'est là que des organismes comme la CF existent pour pouvoir les aider aussi. Tu sais, on peut aider des volets familiales. Mais, tu sais, niveau de gagner de l'argent, c'est certain que si tu vas en appart, comme qu'on avait déjà parlé d'un autre
une autre capsule, c'était les assurances. Il faut penser aux assurances aussi. Et comme on disait, si je loue un appartement, les assurances, sont-tu compris? Il faut que je les prenne à part. Tu sais, c'est plein de choses. Puis les droits consommateurs, les jeunes, c'est important qu'ils soient au courant, c'est quoi? Puis moi, je me questionnais par rapport justement, parce qu'on arrive à une tranche d'âge des jeunes là qui seraient déjà un petit peu plus grands. Est-ce que c'est trop facile aujourd'hui d'avoir accès aux cartes de crédit, ou est-ce que les banques permettent quand même de freiner un peu les élans en checkant les finances de ces gens-là? Si je peux me permettre là-dessus, ben c'est sûr qu'un jeune n'ayant pas nécessairement de code de crédit formel, n'ayant pas baigné dans le crédit depuis plusieurs années, ben les institutions financières sont un peu frileuses à donner du crédit à des jeunes qui n'ont pas de code beaucoup encore. Fait que c'est sûr que ça peut être quand même sur ce point-là difficile pour un jeune d'avoir accès au crédit. C'est sûr que les prêts et bourses, c'est un fonctionnement différent, donc c'est endossé par le ministère de l'Éducation, là, c'est différent. C'est pour ça que les jeunes ont tous accès là, en principe à des prêts et bourses selon le revenu du parent. Puis pour résumer ce que Lynn disait tantôt, ben c'est en plein ça. On disait apprendre à gérer des sous pour le jeune. Ben un des meilleurs outils pour ça, c'est le budget. Donc, quand un jeune sait que l'année prochaine, après le secondaire, tu vas quitter pour une autre ville, pour le cégep, ben c'est important de monter un budget aujourd'hui de qu'est-ce que ça va te coûter dans un an quand tu vas être rendu en appartement. Donc, ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien, Lynn et moi. On a souvent des demandes de personnes qui disent, moi, je quitte le nid familial, je m'en vais en appartement, je veux qu'on me prévoie un beau budget pour quand je vais être là-bas pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Donc, c'est là l'exercice à faire. Puis pour un départ en appartement d'un jeune qui n'a pas de trousseau, qu'on appelle là, en bon québécois, mais c'est là que c'est intéressant à faire le budget vraiment d'avance pour faire un plan d'épargne. Donc, qu'est-ce que ça va me prendre pour partir en appartement? Est-ce que ça va me prendre des meubles? Oui, ça va me prendre des meubles. Bon, ben j'ai besoin d'économiser pour acheter ces meubles-là. Donc, prévoir un plan d'épargne à même le budget pour partir en appartement. Donc, c'est là qu'on dit que c'est très, très pertinent. Apprendre à gérer les sous se fait essentiellement dans le montage du budget. Là. Peut-être un petit point sur l'impôt avant de continuer sur les prêts et bourses et compagnie. À moins que Lynn, tu voulais le nommer. Voulais-tu le nommer avant que je poursuive? Continue. Ouais, je m'en allais le nommer après, mais continue. C'est bon. Donc, au niveau de l'impôt, ben, on pourrait se demander, est-ce qu'un jeune qui a son premier emploi devrait faire ses impôts? Ben oui, évidemment. Nous, on va conseiller toujours, aussitôt qu'il y a un revenu d'emploi, de faire ses impôts. Premièrement, que ce soit clair au niveau de Revenu Québec, Revenu Canada, que tout est en règle, tout est correct. Et aussi avoir accès au crédit d'impôt possible. Des fois, des jeunes ont accès à des crédits d'impôt. Si les impôts se font pas, ben c'est sûr que les crédits, le jeune en soi n'aura pas accès. C'est que dans les normes fiscales, le revenu minimal, c'est environ 15 000 $. On sait qu'à partir de pour un maximum de 15 000 $, tu n'auras pas d'impôt à payer. Donc, on pourrait se demander, moi, j'ai 15 ans, je fais 12 000 $ dans l'année, pourquoi je fais des impôts? Je suis sûr de ne pas en payer jusqu'à 15 000. Donc, une personne qui ne gagne pas 15 000 $ dans l'année n'est pas tenue de faire des impôts au niveau de la loi, mais on va le conseiller, là, comme je disais tantôt, avoir accès au crédit et tout. Là. D'accord. Oui, vas-y, continue. Non, est-ce que Lynn, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, mais non, pas pour les impôts. Moi, j'aurais plus aussi information sur quand on travaille pour talon de paye. Ben c'est ça, je m'en allais justement poser la question, parce que là, on parle, admettons, on passe les prêts et bourses, on passe on a peut-être accès à un crédit, mais là, on est vraiment, on touche son premier, on est dans le monde du travail, puis on touche son premier chèque de paye. Moi, je sais, quand on est jeune, on a beau avoir été bien éduqué par nos parents côté budget, quand on démarre dans la vie, on se sent comme un peu plus, hey, j'ai ma première paye, je me sens libre, je peux aller me payer ce que j'ai le goût. Mais justement, il doit y avoir des façons peut-être de freiner ça. Ben, c'est freiné. C'est là que moi, je me dis tout le temps, c'est sûr que la première paye, des fois, on dit, bon, on dépense sans calculer, puis farfelu, puis aller avec nos rêves. Mais c'est là-dessus, si déjà qu'on a commencé un peu à regarder c'est quoi nos épargnes, c'est important parce que oui, le premier chèque de paye, on a tout le temps de l'air millionnaire, que je dirais. On a full de cash, c'est tout beau, mais ça ne dure pas. Puis c'est là l'économie qu'on doit regarder. Puis c'est important aussi, comme nouveau travailleur, oui, on a une slip de paye, mais à quoi? C'est quoi que je paye? Tu sais, exemple, tu es payé au salaire minimum à 14,25 $, mais l'employeur, lui, il va enlever des choses sur la paye. Le chômage, l'aspect de chômage, les impôts fédéraux, provinciaux, RPA, tu sais, il va retirer des choses à la source qui est obligatoire à payer comme tout employé de la province de Québec qu'on a à payer.
Fait que c'est certain que c'est important. Ton 14,25 qui est pas clair dans tes poches à un 100%, là. Faut qu'ils voient c'est quoi un brut puis un net. Le brut, c'est qu'est-ce qu'on a, exemple, à 40 heures semaine, mais le net, c'est qu'est-ce qui te reste dans tes poches. Ça, c'est important. Puis comme travailleur aussi, on est protégé aussi par la CNSST. Fait qu'il y a des normes que l'employé doit, pas l'employé, l'employeur, excusez, a à respecter en tant que les normes au niveau de quand on travaille au niveau des normes du travail. Là. Fait que ça, c'est important aussi d'être au courant de ça, comme jeune. Mais c'est certain. Non, ben si j'avais un petit truc pour le respect du budget en soi, on le met tantôt, on reçoit nos premières payes, on est bien content, on reçoit des sous, on veut la dépenser. Ben on est plate pas mal, là, on va encore revenir au budget. C'est moi quand je monte un budget, là, je veux essentiellement qu'il reste 0 à la fin. Donc faire un budget équilibré. Faire un budget à 0, ça veut pas dire que ça va pas bien au niveau finance. Au contraire, ça veut dire que tout est prévu. Donc moi, je fais un budget à 0 parce qu'il y a beaucoup de sous qui est prévu en épargne. Toi, tu sais que tu es un dépensier dans la vie. Tu dis, tu reçois ta paye, tu aimes ça aller faire des achats dans telle boutique, tel magasin, peu importe. Il n'y a pas de problème, c'est toi en tant que personne, mais prévois-le à ton budget. Sois certain que tu n'as pas à tomber sur le crédit pour répondre à ces besoins-là. Donc, moi, ce que je vais souvent poser comme question, c'est prends-toi un rêve, un objectif, donc un voyage qui va coûter 5 000 $. Ben parfait, à chaque paye, pour qu'il reste 0 à ton budget, mets un tel montant qui s'en va en épargne pour payer ton voyage éventuellement. Donc voilà, quand je dis de mettre ça à 0, de le rendre équilibré, c'est que tout est prévu, puis on est sûr de ne pas déborder. Oui. Puis quand on parle de budget, c'est pas plus se payer de rêve. On a le droit à se gâter dans la vie à différents niveaux, des petites gâteries, mais ça, c'est important. Il y en a des gens qui vont dire, moi, je fais pas de budget parce que je veux me permettre de gâter. Je vis au jour le jour, puis je m'occupe pas de ça. Non, on fait un budget, mais on garde toujours un petit côté pour se gâter. On a le droit. Il y en a que ça va être juste aller prendre des cafés 1 fois ou 2 par semaine chez Tim Hortons, mais pour eux autres, c'est une gâterie personnelle. Fait que quand on parle de budget, ce n'est pas dire on se fait plus, on se gâte pas, on peut pas. Oui, on peut, mais ne plus penser à être impulsif au niveau des achats et au niveau des dépenses. C'est ça l'importance, que les gens doivent être conscients de ça. Mais peut-être pour terminer, je ne sais pas si on pourrait aller dans un volet des outils. Je sais que bien sûr, l'ACEF, vous êtes un outil qui peut beaucoup aider justement les parents et les jeunes ou les familles pour accompagner les jeunes là-dedans. Mais je sais qu'aujourd'hui, on a des comptes en banque en ligne avec des outils qui nous permettent justement de faire des petits plats. On peut ouvrir des petits comptes pour mettre de côté. On peut aujourd'hui quand on regarde plus le relevé des dépenses qu'on fait, des cartes de crédit, tout ça, c'est classé maintenant des fois automatiquement, épicerie, tout ça. Donc on peut avoir même un genre de tableau qui nous dit on a fait tant de dépenses là, tant de dépenses là. Donc je sais qu'il doit même exister des applications peut-être pour aider aujourd'hui avec les technologies, pour aider les jeunes ou les moins jeunes aussi à passer au travers peut-être plus facilement et avoir un visuel concret. Des fois, ça peut aider. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yannick? Oui, absolument. Bien, écoutez, chaque institution financière a ses propres outils là, quand on est client de cette institution X là. C'est sûr, on vendra pas une institution meilleure qu'une autre, c'est sûr. C'est important de faire ses recherches pour trouver des outils. Nous, on a nos outils à l'interne pour faire nos consultations, faire notre travail au niveau finance. Moi, l'outil avec lequel je suis à l'aise, peut-être que la personne devant moi n'est pas nécessairement à l'aise. Donc, c'est pour ça que je suis frileux à référer vers des outils en particulier, ne sachant pas si ça répond vraiment aux besoins de la personne. Mais ce que je vous dis, c'est que soyez curieux. Si vous voulez de l'information, faites vos recherches, appelez-nous. On a des courriels, des numéros de téléphone, des pages Facebook. Le monde des finances personnelles, il est très, très vaste. Il faut faire attention des fois à pas tomber dans le panneau d'acheter des produits, acheter des formations, peu importe. Il y a du contenu gratuit qui est vraiment disponible à tous, que ce soit des produits d'institutions financières, même de Revenu Canada. Là, vous pouvez vous rendre directement sur le site du gouvernement canadien. Il y a une section dédiée aux finances personnelles où il y a une multitude d'informations et d'outils disponibles. Donc, je vous invite à aller fouiller là-dessus. Puis, si vous trouvez pas de l'information que vous voulez, si vous trouvez pas l'outil que vous voulez, je vous invite à nous appeler. Moi, Edine, ça va nous faire plaisir. Peut-être en terminant, j'aimerais juste nommer un petit point sur le régime enregistré d'épargne-études. On parle depuis tantôt des finances personnelles avec les enfants, les études et tout.
Donc, un simple petit point d'information, c'est que le régime enregistré d'épargne-études, c'est un régime enregistré auprès du gouvernement au même titre que le REER conventionnel ou le CELI. On peut cotiser jusqu'à un maximum de 50 000 $ dans le régime enregistré d'épargne-études. Le régime enregistré d'épargne-études se prend dans une institution financière. Donc, vous appelez votre institution financière et vous demandez d'ouvrir un REER qu'on appelle pour votre enfant, pour ses études. Donc, bien sûr, ce qui est payant du régime enregistré d'épargne-études, c'est les subventions gouvernementales. Donc, il y a des crédits d'impôt au niveau du provincial là, qui peuvent aller jusqu'à 10 % de vos cotisations dans l'année, jusqu'à un maximum de 250 $, si je me rappelle bien. Donc, je vous donne un exemple. Vous mettez 2 500 $ dans l'année dans le régime enregistré d'épargne-études de votre enfant. Bien, le gouvernement québécois va remettre 250 $ dans le régime enregistré. Fait que ça, c'est à chaque année. C'est la même chose pour le gouvernement canadien qui donne aussi jusqu'à 500 $ par année. Bien sûr, ces chiffres-là augmentent avec les familles à faible revenu. Donc, il faut vous informer avec votre institution financière si vous avez accès au plus haut crédit d'impôt possible. Mais bon, voilà. Donc, il y a d'autres produits possibles, c'est sûr. Au niveau des prêts et bourses, c'est vraiment les institutions d'enseignement qui accompagnent le jeune à faire ses demandes. Donc, je prends exemple le Cégep de Gaspésie-les-Îles, les jeunes qui ont à faire les demandes de prêts et bourses. Il y a une personne attitrée au Cégep qui va l'accompagner dans ses démarches. Donc, l'institution scolaire accompagne le jeune dans tout ça. Bien sûr, il y a des marges de crédit étudiantes, des cartes de crédit conventionnelles. Il y a une multitude de produits que les institutions financières vendent, ça c'est sûr et certain. On pourrait en débattre longtemps parce qu'il y en a une multitude de produits. Mais bien sûr, on va toujours conseiller de ne pas tomber sur le crédit, de bien budgéter, de fonctionner avec soit les bourses qu'on reçoit, le prêt et bourse est nécessaire. On s'entend que les études sont vraiment chères et des fois, le jeune n'a pas le choix de s'endetter en prêt et bourse, mais c'est toujours mieux que tomber sur le crédit conventionnel à 19,9 % d'intérêt. Oui, hein. OK. Oui, puis là, dans le monde de la finance, ça peut-être ça fera le sujet d'une autre émission, mais quand on est déjà plus grand et qu'on tombe dans les placements, les bourses, acheter des actions, maintenant on parle de crypto-monnaie, ça se complexifie. Il y a des choses qui se diversifient beaucoup. Et j'imagine que ça c'est encore un univers qui est peut-être, ça peut être des terrains glissants. J'imagine que ça peut être un peu dangereux si on est mal préparé, quoi. Oui, absolument. C'est qu'aujourd'hui, on fait face à une multitude d'informations sur les réseaux sociaux, même à la télé présentement, de placements, de crypto. Tu sais, avant, c'était quasiment une science dédiée aux fiscalistes. On n'en entendait pas beaucoup parler. Maintenant, on se promène 5 minutes sur Internet et on voit des publicités de crypto, d'investissement ou peu importe. Ça s'est vraiment démocratisé. Il y a aussi des applications mobiles qui rendent gratuit le fait du courtage, en fait, d'acheter et de vendre des actions. Donc, je n'aime pas vraiment nommer des entreprises. Là, mais maintenant, c'est gratuit, les jeunes, parce que ces entreprises-là vont aller essayer de chercher les jeunes. Là. Donc, les jeunes peuvent gratuitement vendre, acheter des actions. Fait que ça peut être intéressant pour un jeune qui investit pas des grandes sommes, de gérer soi-même avec ces applications-là. Mais une personne qui viendrait dans mon bureau et qui me dirait, moi, j'ai des grandes sommes à investir, qu'est-ce que je peux faire? Présente-toi, je suis un conseiller financier, puis regarde quels sont les produits disponibles pour toi selon ton profil d'investisseur et compagnie. Là. Nous, on peut orienter, conseiller, mais on n'est pas des fiscalistes, on n'est pas des conseillers financiers. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps, Yannick et Lynn. Et puis, on prendra encore du temps le mois prochain pour se reparler d'un autre sujet. Le prochain sujet, c'est sur le déménagement et niveau du budget aussi. Oui, OK. Niveau des frais que ça encourt, le déménagement D'accord. Que les gens vivent. Autrefois, on dit au mois de juillet, mais là, c'est à l'année que les gens le vivent. Oui, hein, c'est vrai. Merci en tout cas pour votre temps. Merci à vous. Merci. Bonjour. Au revoir.